la star de toutes les saintes. La meuf qui joue dans Sister Act, là. La mère de Jésus, ça te parle un peu là? Marie, c'est bon, j'ai révisé. C'est très classe. Je ne suis jamais rentré dans un confessionnal de ma vie. Sérieux? C'est la première fois. C'est peut-être pas ta sensibilité. Je me confesse beaucoup en vidéo, sur scène ou même dans la vie, mais c'est vrai que traditionnellement, le lieu, en tout cas, l'église, le confessionnal, non. Je l'ai vu dans des films et dans des sketchs, mais... C'est la première fois que tu rentres. C'est la première fois que je suis vraiment dans un confessionnal. Je ne savais pas du coup que ça se présentait comme ça, on pouvait sortir carrément du... Non, ça c'est une version un peu moderne, fait exprès pour la petite série. Non, tu sais, classiquement, vraiment, on rentre, il y a des petits rideaux, comme ça, on voit pas de l'extérieur qui c'est qui vient se confesser. Et il y a même, autour de la grille, là, tu vois, un genre de truc où on peut faire... Tu bois pas, tu bois. Devine qui c'est maman. Oh la vache. Non. Là, c'est chelou, là. Pardon. Je voulais savoir. Je ne sais pas à quel niveau je vais. C'est quoi le mot quand on dit quelque chose qui est offensant? Non. Rassure-toi, tu vas pas blasphémer. Blasphémer, oui, c'est ça le mot. Je sais pas. Je suis arrivé ici en me disant, j'accepte l'invitation avec plaisir. J'espère que je vais pas blasphémer. Et si oui, au bout de combien de minutes est-ce que j'ai pété le record? J'en sais rien. Rassure-toi, non. Au contraire, moi, franchement, je te sens vraiment bienveillant depuis tout à l'heure. Depuis d'ailleurs que je vois tes vidéos. Et pour le coup, quand je disais ses limites, c'est que moi, je me verrais vraiment pas confesser ma mère. Ça serait chelou quand même de savoir toutes ses pires pensées, tous les trucs qu'elle a dans son cœur et qui sont... J'ai eu un fils, je regrette. Ah bon, vous êtes sûr, ma fille, enfin ma mère, je sais plus. J'en ai eu qu'un. Non. J'ai encore jamais vécu de trucs... Non, Dieu merci. C'est super profond ce que tu dis, c'est qu'en fait, c'est sur scène que tu as l'impression de te confesser, de te livrer vraiment et que ça te décharge peut-être de quelque chose. Oui, totalement. Tu te racontes en fait sur scène comme si c'était un psy ou un prêtre. Ouais, disons plus que c'est un endroit dans le monde où je me sens en sécurité. Ce qui est paradoxal vu que c'est quand même quelque chose qui est stressant de monter sur scène. Il y a des gens, faut les faire rire, s'ils rigolent pas. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que je joue bien? Il y a tout un tas de questions qui sont de l'ordre du professionnel, mais dans l'ordre privé, on va dire que c'est... Je sais comment ça commence. Oui. Je sais comment ça se termine et c'est moi le chef, c'est le seul endroit sur Terre où je suis un peu le chef. Quand je suis sur scène et qu'en plus quand je suis tout seul sur scène, c'est moi qui décide ce qui se passe, quand il y a des pauses, quand il n'y a pas de pause. Et c'est un endroit où j'ai le droit à peu près de tout faire. Donc ouais, c'est l'endroit où je me sens le plus en sécurité. Comme tu dis, on est maître du truc, un peu le chef d'orchestre. Moi c'est ce que je ressens de temps en temps 5 minutes à l'église, tu vois, quand on fait un petit commentaire après les lectures de la Bible. Et c'est vrai que là, t'es là. Et tu t'exposes, bah oui, et en même temps, t'essayes d'embarquer les gens, quoi. Ouais, c'est ça qui est agréable, de se dire, tiens, il y a des gens qui m'écoutent, j'ai un pouvoir, je peux en faire quelque chose de bien, je peux les faire rire, je peux les émouvoir, je peux les intéresser, je peux leur apprendre des choses. On peut faire tout un tas de choses, on a un pouvoir sur scène qui est merveilleux, mais c'est vrai que par exemple, cet endroit, je sais pas si c'est l'endroit où je me sentirais paradoxalement le plus en sécurité du monde. Et alors, qu'est-ce qui ferait justement que dans un confessionnal, tu te sentirais pas forcément... hyper safe. Parce que je pense que ça m'est jamais arrivé comme je t'ai dit, donc je vais peut-être dire une grosse bêtise, mais on n'est pas seulement face à un prêtre, quand on est dans un confessionnal, on est face à soi, on est aussi un peu face à Dieu. Et pour le coup, c'est lui le chef. Je sais pas comment on est sur scène où c'est toi qui... Non, là, globalement, il y a quand même quelque chose qui... c'est pas bien ce que t'as fait, vraiment. Est-ce que je te pardonne? Je sais pas. Ouais, c'est que pour le coup, pour toi, Dieu, c'est une réalité? J'ai grandi sans... la présence de Dieu chez moi, vu qu'on n'était pas religieux à la maison. Ce que je t'expliquais avant le tournage, j'ai toute une partie de ma famille qui est juive, donc j'ai connu, on va dire, le côté traditionnel, les fêtes, Jérusalem, Pessah. J'ai connu tous les prières, les enterrements, tous les moments de la vie qui sont rythmés par, on va dire, une activité traditionnellement religieuse, mais d'un point de vue purement de la foi, j'ai pas grandi avec quelqu'un qui m'a dit, voilà, Dieu est ceci, Dieu est cela. Évidemment, je l'ai beaucoup vu parce qu'on en parle beaucoup, que ce soit à l'école, dans la culture, dans les films, à la radio, à la télé, dans les chansons, même dans nos expressions. Je trouve que pour quelqu'un qui n'est pas convaincu à 100% de sa foi, j'utilise l'expression « Oh mon Dieu » beaucoup trop souvent. De qui je parle quand je dis ça? Mais il y a des moments dans ma vie où je me suis dit « C'est évident ». Sérieux? Genre, on touche l'invisible, quoi. Limite. Vas-y, raconte. C'est un événement qui m'a vraiment bouleversé, alors que c'est drôle que j'ai du mal encore à me dire que c'est à ce moment-là où je me suis dit « Dieu existe ». C'est un moment où ça m'a frappé. Je m'occupais d'un comedy club il y a quelques années de cela, à Saint-Germain-des-Prés, qui s'appelait le Saint-Germain Comedy Club. Aujourd'hui, ça s'appelle le Donka Comédie.
C'est un endroit où j'ai vraiment appris mon métier et surtout j'avais un métier que j'ai plus aujourd'hui qui était celui où j'étais barman, je lavais le sol, je faisais la caisse, je faisais les commandes. Globalement, j'avais 5 ou 6 métiers à moi tout seul, j'étais payé au lance-pierre, c'était l'arnaque du siècle. Mais j'ai adoré ce moment parce que j'ai appris beaucoup de choses. C'était mon lieu à moi et c'était un lieu dans lequel je me sentais en sécurité vu qu'il y avait une scène. Et en plus, j'étais le patron du lieu. C'est-à-dire que c'est moi qui décidais qui montait sur scène et qui montait pas sur scène. C'est moi qui décidais combien de temps les gens jouaient, qui me faisait en sorte que la salle soit remplie. Et c'est moi qui faisais la présentation, c'est moi qui servais les verres. Je faisais tout là-bas. C'était mon lieu. Ça s'appelait Saint-Germain Comedy Club, ça aurait dû s'appeler la Maison de Romane. Et c'était mon chez moi. À ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui me disent tu devrais partir faire un spectacle. T'es pas barman, t'es humoriste. S'occuper d'un lieu, c'est génial, surtout à ton âge, mais tu devrais faire autre chose. Et j'étais pas convaincu de la réalité de ça. Parce que ça m'aurait mis en danger de sortir de ma zone de confort et de quitter ce lieu qui était ma maison. Et un jour, on est 5-6 heures avant le spectacle. Il y a déjà des réservations, tous les artistes sont prévus, la commande du bar est passée, enfin tout est prêt, c'est une journée normale. Et le patron du lieu m'appelle, il me dit « Il y a eu un accident terrible, on peut pas ouvrir ce soir. » Alors moi je comprends pas ce qui se passe. Du coup je lui dis bon, bouge pas parce qu'il était bouleversé aussi, donc je lui dis bouge pas, j'arrive. J'arrive dans le lieu, dans ce comédie club, dans ma maison. Le plafond s'était totalement effondré. Avec le plafond, des projecteurs sur scène hyper lourds qui s'étaient effondrés là où normalement devait y avoir du public. Avec des canalisations qui sont tombées totalement, qui doivent arriver devant le bar. Mais la boutique était fermée quand ça arrivait. Ah, la boutique était fermée, ça arrivait dans la nuit. Dieu merci. Une évidence. Surtout en plus le truc vraiment flippant à ce moment-là, enfin flippant, intéressant, c'est que les experts sont passés, ils nous auraient dit globalement, il y aurait eu des morts. Il y aurait eu des blessés, c'est évident, mais en plus il y aurait eu des morts. Et il y a un endroit dans tout le lieu, un seul, qui aurait été épargné parce que c'était le seul endroit où le toit était pas foutu pareil et c'était la scène. C'était au-dessus de la scène. C'était le seul endroit qui s'est pas effondré. Je me suis dit, imagine la scène terrible où t'es sur scène en train de faire une blague. J'ai eu cette vision cauchemardesque. De toi tout seul. De moi tout seul sur scène et d'un massacre devant moi. Je l'ai vu en tête et c'est pas arrivé parce que, grâce à Dieu, c'est arrivé dans la nuit et pas dans la journée. Et surtout pas au moment du spectacle. C'est un moment où je me suis dit, c'est une évidence. Que c'est une chance merveilleuse qu'à ce moment-là, il n'y ait eu personne, mais c'est pas que de la chance. Et le fait qu'en plus, la scène aurait été le seul endroit protégé, qui fait que c'était le seul endroit où moi, j'étais protégé. Et j'aurais été épargné. Sauf si j'avais été évidemment à ce moment-là, ce qui aurait été possible dans le public, le truc. En tout cas, la personne sur scène, qui a un côté un peu pour moi symbolique, la personne qui parle sur scène, la personne qui fait des blagues, là où est ma place, là où je me sens en sécurité, c'est le seul endroit qui aurait été épargné. Je pense que je m'en serais jamais remis. Je pense sincèrement que j'aurais arrêté ce métier. J'aurais pas pu continuer à monter sur scène après avoir vécu un événement aussi traumatisant que ça. Et grâce à Dieu, ce n'est pas arrivé. C'est le seul moment où cette phrase m'est arrivée comme une réalité évidente. J'avoue que j'abonde à fond dans la relecture que tu fais de cet événement. Certains y verront une coïncidence. Voilà, ça devait... On connaît la raison de qu'est-ce qui fait que ça s'est effondré? Une fuite d'eau au-dessus? Non, c'était un lieu très vieux, très ancien. En fait, au-dessus, c'était un cabaret. C'est le cabaret du Don Camillo, qui est un haut lieu de cabaret à Paris. Ils avaient ouvert ce qui était avant leur cave et je l'avais retapé pour que ce soit un comedy club. Ce qui est beau, c'est que tu le relis comme une grâce, quoi. Enfin, c'est ça que nous, on appelle une grâce, quoi. Un don de Dieu qui fait que ça aurait pu arriver méchamment autrement et faire d'horribles victimes. Et pour le coup, d'horribles victimes. C'est des horribles victimes. Bravo, mon père. Ah ben, finalement, c'est vous qui blasphémez. On avait dit on se dit tu. On avait dit on se dit tu. Mais je sais pas, c'est peut-être le... Ouais, j'ai voulu faire sérieux, faire smart. Mais c'est vrai que tu es prêtre et j'ai envie de te vouvoyer naturellement. D'ailleurs, par message, je pense que j'ai des moments où je te vouvoyais, des moments où je te tutoyais. J'étais un peu en doute parce qu'il y a un truc de respect naturel et en même temps de proximité, donc on sait pas trop. Je crois que c'est ça qui ressort vraiment chez toi, Roman. On sent une super bienveillance. Oui, après, je suis un comique de base. Hein. Moi, faire des blagues et surtout faire celles qu'il faut pas faire, c'est aussi mon taf à la base. Donc, je te demandais de me rappeler celle par laquelle je t'ai découvert. Tu faisais un truc avec une fille qui faisait une bonne sœur? Oui, bon, effectivement, mais bon, moi, je voulais pas forcément que tu vois ça, c'était pas le but, je l'ai pas envoyé non plus en disant « Haha, regarde !» parce que sinon, on serait pas là. À l'époque, je faisais beaucoup de sketchs avec un collectif pornographique qui s'appelle En Marche Noire, et on avait fait plein de parodies de films pornographiques qui commençaient exactement comme un film porno et qui s'arrêtaient juste avant et qui se disaient « Bah non, désolé, c'était pas un porno ». Il y avait un petit jingle, ça a cartonné, c'était un succès immense sur TikTok à ce moment-là, et on avait fait tous les trucs, on avait fait le plombier, le docteur, la fille coincée
dans la machine à laver, on avait repris tous les codes. Et à un moment, j'étais dans un magasin de costumes et je suis tombé sur un costume de prêtre et de bonne sœur. Je me suis dit, ah oui, évidemment que oui. Et donc du coup, j'avais pris les costumes pour pouvoir faire la blague de ma très bonne sœur. Et bon, oui, effectivement. Mais d'ailleurs, c'est pas passé inaperçu. Hein. Je me faisais un peu incendier dans les commentaires de gens qui me disaient que c'était pas respectueux, de gens qui me disaient que c'était un peu blasphématoire. Bon, moi je considère qu'on peut faire des blagues sur ce qu'on veut tant que c'est drôle. Je trouvais que la blague ma très bonne sœur, c'était drôle. Je me suis remis en question, je me suis dit non, je la supprime pas. Tu te donnes des limites, toi, quand tu fais des blagues? Enfin, je sais pas, c'est justement, c'est la mesure de l'autre peut-être? Ou c'est la mesure de toi, comment elle te fait rire? Pour moi, on peut rire de... Alors ça, c'est une grande question sûr, qui, chez les comiques qui arrivaient chez nous. Bon, c'est une vieille question en humour, mais c'est une question qui a vraiment, je trouve, 5-10 ans, quand certains humoristes ont commencé à être censurés, déjà dans certains pays du monde. Mike Ward, qui a été censuré pour une blague qu'il avait faite sur Jérémy Gabriel, qui a été un enfant handicapé, très médiatisé. Il avait fait une blague dessus qui était, je trouve personnellement, hilarante. Et il s'est pris des procès, voilà. À une autre échelle, à une toute autre échelle, Dieudonné, chez nous en France, qui a été aussi un des premiers humoristes où vraiment il y a eu cette espèce de truc national de tiens, on censure ce mec. Et moi à l'époque j'étais enfant encore, mais enfin j'étais adolescent, j'étais pas encore dans ce milieu, mais je m'étais déjà dit tiens, je suis personne pour juger de si quelque chose doit être interdit ou pas, mais je suis pas sûr que quelque chose doit être interdit en ce qui concerne l'humour. Après voilà, la question c'est où l'humour s'arrête, où la haine commence. Après voilà, c'est des questions qui sont complexes. Pour moi en tout cas, dans ma vision de ce qu'est l'humour et dans la façon que j'ai de l'exercer en tout cas de manière purement personnelle, c'est on peut rire de tout si c'est drôle. Parce que des fois il y a des blagues où tu sens que le fond de l'affaire c'est pas la blague. Le fond de l'affaire c'est un message qui peut être voilà, de la colère, de la haine, de la moquerie, et des fois la moquerie c'est hilarant, mais si c'est drôle, c'est-à-dire que pour moi c'est le public qui décide si quelque chose vaut le coup ou pas. Et d'ailleurs je le vois, des fois j'essaie de faire des vannes qui sont un peu trash, et je vois tout de suite, c'est-à-dire que si le public rigole, oui j'ai le droit de la faire, elle est limite, elle est peut-être hors des clous, mais je pense que c'est aussi le boulot de l'humour d'être hors des clous, mais en tout cas si c'est drôle, c'est-à-dire que si ça crée un c'est que non. Malaise. Voilà. Après, même si les gens sont plus ou moins friands d'humour noir ou de trash, c'est pas la question. Un public, si c'est drôle, rigole. Oui. Et si un public rigole pas, c'est que la blague est pas bonne. Si la blague est pas bonne, d'une manière générale, faut l'enlever, et encore plus précisément quand on s'attaque à quelque chose, à quelqu'un. Il y en a quelques-uns qui sont sortis un peu du lot dans la provoque, et on pense souvent à des proches qui arrivent comme ça dans la salle en disant « Je sais qu'il y a des juifs parmi vous ». Enfin, les juifs se sont glissés dans la salle. Là. Pardon, voilà, c'est là qu'on voit que je Vous suis pouvez pas... rester, hein, évidemment. Mais aujourd'hui, tout le monde ne pourrait pas la faire, justement, cette blague, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une incarnation du personnage et une nécessité, justement, d'avoir comme ça, comme une innocence pour pouvoir le faire? J'en sais rien. Mais l'humour trash et l'humour noir, contrairement à ce qu'on dit, c'est vrai qu'il y a un... Aujourd'hui, on a tendance à dire beaucoup des proches, Coluche, il pourrait plus faire aujourd'hui ce qu'il faisait avant. Blanche Gardin était la première à en parler elle a montré quand elle a elle-même repris la blague des proches en disant bah si, regardez, je viens de le faire. Et c'est toujours une preuve pour moi qu'on peut toujours rire de tout. Pour moi, c'est un peu un fantasme collectif de se dire tiens, on peut plus rien dire, il y a plus rien qui passe. On peut, mais il faut être drôle, faut travailler, il faut bosser, c'est un travail. C'est-à-dire que si ta blague au final c'est juste une attaque, aujourd'hui effectivement on est plus sensible à ça, donc on est naturellement plus protecteur. Je pense pas que ce soit une mauvaise chose en soi. On peut plus rien dire, non, c'est faux. Regardez Blanche Gardin sur scène, regardez Jérémy Ferrari sur scène, chez nous les Français, Mike Ward au Québec, Kevin Hart ou Bill Burr aux États-Unis. On peut rire de tout. Il y a encore plein d'humoristes qui le font, mais ça demande du courage et du travail. Donc est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, si c'est drôle. Amen, belle tournure. Et alors toi justement, tu les testes comment? C'est que vu qu'aujourd'hui tu n'as plus ton comédie club que tu avais à Saint-Germain, tu as retrouvé un lieu comme ça où tu t'exerces régulièrement? Pas un lieu régulièrement, c'est plus un... Bah voilà, je suis en tournée avec mon spectacle, donc j'ai l'occasion de jouer très souvent. Cette semaine j'étais à Grenoble, à Lyon, à Annecy, j'ai joué hier à Paris, demain je suis à Aix-en-Provence, le jour d'après à Marseille. Donc je suis en tournée partout et c'est un bonheur immense, c'est vraiment ce que je voulais faire de ma vie, être en tournée, jouer mon spectacle. Donc j'ai un lieu qui, on va dire, qui change tout le temps, mais la scène, c'est le point commun de tous. Hier, pour la première fois de ma vie, je suis retourné dans un comedy club depuis... Pour la première fois de ma vie. Hier, pour la première fois depuis 2 ans, je suis retourné dans un comedy club. Je n'osais plus retourner, notamment après la fermeture de ce lieu. Ouais. C'est quand même rigolo que... Vraiment, c'est un truc qui date d'hier. J'étais avec des copains humoristes de l'époque qui m'ont dit « Ah mais passe, joue 5 minutes ». Et moi j'étais terrifié. Je suis sur scène tous les soirs, je joue 1h30, aucun problème, mais là 5 minutes dans un petit comedy club devant 35 personnes, ça me rappelait beaucoup de souvenirs. Ouais. Et j'osais pas y aller au début, j'avais dit non, ils m'ont dit allez. Et j'y suis allé. Et je suis tellement fier et tellement heureux parce que ça s'est très bien passé, c'était un beau moment. Donc, et puis j'ai testé des blagues trash, ça a rigolé, donc visiblement il y a encore
il y a encore de l'espace. Depuis qu'il y a eu cet incident à Saint-Germain, bah, toi, ça t'a propulsé un peu dans le monde de l'humour, mais vraiment en quittant tout le côté tenir un bar, le gérer, oui, etc. Oui. Et alors j'avais eu l'occasion de refaire quelques voilà, ce qu'on appelle les plateaux, les comédie clubs. J'ai fait des festivals, donc j'ai pas du tout arrêté de monter sur scène à ce moment-là. D'ailleurs, le bar, je l'ai encore tenu après, puisqu'il a été reconstruit, donc j'ai continué de le tenir pendant longtemps. Mais c'est vrai que ça a été au moins un vrai moment de césure dans ma carrière, de me dire, tiens, c'est peut-être le moment de quitter gentiment, on va dire, le monde où on arrive, on joue 5 minutes, on tient un bar, on envoie des messages pour passer. Oui. Mais hier, j'ai regoûté à cette sensation que j'ai découvert quand j'avais 15 ans, cette sensation qui m'a animé pendant des années et que j'avais un peu quittée et dans laquelle j'étais pas vraiment retourné plus par peur qu'autre chose. Et hier, la redécouverte, la renaissance un petit peu aussi, de dire tiens, en fait, c'est toujours possible, c'est toujours là, il y a toujours des gens qui rigolent. C'est bien. Petit retour en enfance. Un peu. Et justement, tu nous raconterais un peu qui t'étais, toi, comme jeune. Enfin, tu viens de quel univers et t'étais déjà comme ça, aussi taquin? J'ai vu que tu avais fait des études d'art dramatique après. Oui, j'étais au conservatoire quand j'avais entre mes 12 et mes 17 ans, donc j'ai un peu baigné dedans. Puis même à côté de ça, je faisais de la magie, je faisais de la danse, du chant, de l'expression corporelle, du masque. Enfin, au conservatoire, j'ai touché à tout. C'était vraiment une très belle école. Puis même en dehors de ça, moi, j'ai toujours cherché à attirer l'attention par plein de moyens possibles, parfois ridicule. Est-ce que tu veux que je te raconte mon plus gros blasphème? Si c'est entendable, si ça me fait rire. On a dit que c'était la limite. C'est la limite. Bon, bah, j'espère que ça va te faire rire alors, sinon je suis dans la merde. J'étais dans un lycée privé catholique. Ouais. Pas un collège. En primaire collège, j'étais dans le public. Et quand est arrivé le moment du lycée, c'est la première fois, je suis le premier enfant où mes parents se sont dit bon, on va le mettre là parce qu'il y a une bonne école et puis pour la filière littéraire, c'est plus intéressant que l'autre. Bon. Il y a eu tout un truc qui fait que je me retrouve soudainement dans un lycée privé catholique. Moi qui n'ai jamais connu ça, je découvre un monde où c'était pas du tout, on se fait des fois tout un monde sur le lycée privé catho, avec la chapelle obligatoire, on n'était pas du tout là-dessus. Il y avait une croix à l'entrée de chaque classe et au-dessus du tableau, mais très franchement, au niveau du quotidien, ça s'arrêtait là. Pas de prosélytisme, rien. C'est ça, voilà, le nom de la salle commune où on allait pour les réunions, portait le nom de je ne sais plus quel saint religieux, mais à part ça, il n'y avait rien de très religieux. Si ce n'est une espèce d'atmosphère de « on rigole pas forcément avec ça ». Et moi, quand on me dit « on rigole pas forcément avec ça », j'ai très envie de rigoler avec ça. Alors un jour, c'était Mardi Gras, j'ai cherché mon costume pendant très longtemps. Et je me suis dit « qu'est-ce que je peux faire qui soit le plus taquin ?» dans la limite du « faut pas que je me fasse virer non plus ». Je peux me confesser à toi, mon père? Vas-y. Je suis venu déguisé en Jésus. Mode sur la croix, en slip là? Ouais, je suis arrivé avec juste une petite bandoulière comme ça, qui tenait des sandales, et je m'étais fait une croix en carton, qui fait que j'étais rentré, ah, aidez-moi. Donc c'était, voilà, et j'ai passé toute la journée comme ça pour lever la main, je faisais, moi madame, s'il vous plaît, et j'allais au tableau comme ça en rampant. En fait, ils pouvaient rien faire à ce moment-là parce que j'étais au bureau des élèves, donc j'organisais la grande course de marathon qui était caritative, organisée par l'église. Donc il y avait un truc où c'était moi qui avais fait en sorte que ce soit possible, et j'étais dans un coin à tenir des chronos pour dire allez, on courait, et puis à chaque tour qu'on faisait, on faisait gagner de l'argent, et donc du coup il pouvait pas, j'ai vu que j'avais organisé ça, il pouvait pas vraiment me dire de me barrer, et moi j'aimais bien juste me balader, et à ce moment-là j'étais allé près de la chapelle, parce qu'il y avait une chapelle quand même dans l'école, c'était pas du tout obligatoire, mais on pouvait y aller si on en avait envie, et j'étais devant la chapelle, et c'était pile au moment où sont arrivés des parents qui venaient visiter l'école pour voir s'ils allaient mettre leur enfant dedans, et je vois le directeur arriver avec les deux darons, et moi je fais oh oui, et j'ai fait c'est une bonne école, je vous l'ai dit, je vous le dis mes enfants, c'est une bonne école. Depuis chaque année, ça perd 20% de l'erreur. Non mais ils ont beaucoup rigolé, enfin quand même ils se sont dit bon on a visité une école privée catho, c'était bien, bah il y a Jésus qui nous a accueillis et il nous a dit que c'était super, donc c'est probablement sympa. Et j'ai pas eu de soucis, mais je pense que c'est parce que j'avais organisé la course et que je ne pouvais pas faire grand chose, mais c'est vrai que bon, je me barrais vite quand je voyais un responsable de l'école pour éviter les problèmes. J'avoue, je sais pas si j'en aurais été capable. Moi aussi j'aime bien taquiner. Ouais, t'en as senti qui vraiment ont été blessés, qui sont revenus te voir un jour, 3 jours après ou quoi? Non, ça faisait rire tout le monde, très franchement. Je crois que c'est ça l'essentiel, comme tu dis, c'est ça. Si vraiment on avait senti qu'il y en avait un ou deux qui voilà, ils s'étaient bloqués, fermés, dans une mauvaise image de toi ou quoi. Oui, si le directeur à ma vue avait été effondré en larmes ou avait devenu rouge de haine, peut-être que je me serais dit non. Mais là, il a retenu son rire. Il a vraiment fait
Parce qu'il pouvait pas juste dire haha, parce que c'est le directeur, il a pas le droit. Mais c'était marrant, je suis resté en contact longtemps avec lui après. Je l'aimais beaucoup ce gars. C'était un très bon directeur. Je dis pas qu'il faut se déguiser en Jésus pour Mardi Gras, mais je crois qu'il faut oser les petites blagues comme ça. Au séminaire, une fois, je sais pas si je l'avais raconté celle-là. Le séminaire, donc c'est l'école des prêtres. Et donc il y a une chapelle, il y a des salles de cours, on a nos chambres au premier étage, deuxième étage. Et donc on a différents lieux de vie. Et il y a un foyer. Et dans le foyer, il y avait des poissons. Et un jour, il y a un poisson qui s'est retrouvé dans le bénitier. Tu vois, quand on rentre à l'église, tu vois, là, on fait le signe de croix. Et j'avoue que moi, ça m'a fait rire, tu vois. Enfin, je veux dire, un petit poisson rouge comme ça qui était dans le bénitier. Sûrement qu'il y a un petit malin, tu vois, dans la maison qui aime. Mais si tu savais, il y a eu vraiment un petit clan là qui s'est créé, mais offusqué comme pas permis. Alors qu'au fond, mais c'était juste poilant. Oui, quoi. C'est rigolo. Et en fait, même les pères du conseil, tu vois, ceux qui sont là un peu pour nous chapeauter, nous faire une partie des cours et tout, même eux, ils se sont marrés, quoi. Bon, ça reste quand même bon enfant, globalement. C'est quand même plutôt drôle. Et ça va, le poisson dans l'eau bénite, ça va, je crois qu'il est... Je connais pas la particularité de l'eau bénite. Comment ça marche? C'est une eau sur laquelle on a fait une petite prière pour demander que, d'une certaine façon, l'Esprit de Dieu soit en elle. Bénir, ça veut dire souhaiter le bien. Donc, si je te bénis, Romane, si je bénis peut-être un objet que tu peux porter, une petite croix, ou voilà, des fois, il y a des gens qui ont comme ça des petits éléments, une médaille ou quoi. Ça veut dire que je te souhaite le bien et je souhaite que chaque fois que tu porteras cet objet, tu puisses ressentir d'autant plus le bien. Je crois que c'est ni plus ni moins que ça. Vas-y, dis-moi. Non. Alors, j'ai une vanne qui est venue, mais celle-là, elle est pour moi. Ah, mais non, mais là, tu nous donnes envie. Non, parce qu'on peut bénir tous les objets pour qu'ils te fassent du bien. Tous les objets. Bon. Non, mais c'est drôle. D'accord, ok. Non, mais c'est ça, une bénédiction, ouais. Souhaitez-le bien. Souhaitez le bien, tout simplement. Et c'est un truc, par exemple, c'est vraiment une question parce que je sais pas, mais c'est juste les prêtres et les pères qui sont capables de bénir une eau. Merci, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent ça, alors que pas du tout. N'importe qui a été baptisé, on pense qu'il est habité de l'Esprit de Dieu, et pour le coup, n'importe qui peut bénir, et c'est vrai que là, pendant le Covid, on en a vu beaucoup qui ne pouvaient plus aller à l'église parce que c'était confinement, machin. Et donc, il y a eu ce qu'on appelle la célébration des rameaux. Les rameaux, c'est un moment de l'année, une fête où on prend des rameaux, et ça rappelle la fois où Jésus est rentré triomphant dans Jérusalem, et tous les gens avaient des rameaux comme ça à la main. On pouvait pas bénir nos rameaux parce qu'on était chacun chez nous. Et donc là, notre évêque, comme d'autres évêques, donc c'est un peu ceux qui chapeautent l'église pour chacune des régions, il a fait donner une petite formule de bénédiction, et il a dit aux gens, bénissez-les vous-même à la maison, et voilà, vous aurez vos rameaux bénis, comme vous venez les chercher chaque année à la messe. Et je pense qu'il faut le rappeler aux gens, parce qu'en fait, trop demandent à monsieur le curé, alors qu'eux-mêmes, ils peuvent se souhaiter le bien les uns des autres et le faire au nom de Dieu. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui l'empêche, quoi? Non, il faut. Et toi, alors, justement, tu me parlais de ton lycée catholique. T'as fait 3 ans là-bas? Ouais. Comme tu dis, c'était open, quoi. Il y il y avait aussi bien des cathos que peut-être des musulmans, des agnostiques, des athées. Au final, je ne connais pas tous les lycées privés catholiques. Le mien, en ce qui concerne, c'était l'Institut Notre-Dame à Bourg-la-Reine, dans le 92. Mais attends, mais moi j'ai fait mon enfance à Antony, mec. C'est pas vrai? Moi j'étais au lycée La Canale. Incroyable, mes frères étaient à La Canale. Truc de ouf. Et c'est justement parce qu'on a perdu l'affiliation Bagneux que j'ai dû aller à Notre-Dame, sinon j'aurais été à La Canale comme mes frères. Si tu savais ceux qui ont des petites astuces pour aller à La Canale parce qu'ils ont juste une boîte aux lettres. Écoute, je vais confesser ma famille. Ah oui. En le nom de personne, c'est ce qu'on a fait. Et puis on a perdu la boîte aux lettres. C'est fou ça, le monde est vraiment petit, quoi. Ah ouais, c'est dingue, La Canale, c'est ouf. J'avais tellement l'imaginaire de la religion et du religieux qui était très chapeautant, très qu'au final, moi je suis arrivé là-bas, j'étais très agréablement surpris, mais c'est un lycée, quoi. C'est un lycée où les profs sont moins absents, mais c'est un lycée quand même. Je crois qu'il y a quelques lycées qui sont, c'est souvent d'ailleurs des hors-contrat, qui choisissent vraiment une ligne pédagogique, des fois un petit peu stricte, mais aussi parce que c'est peut-être la demande de certaines familles, tu vois, d'avoir un cadre pour certains jeunes, et qui des fois aussi sont très priants, et peut-être ça fait partie là encore un peu du contrat avec la famille au début. Voilà, quoi, il y a tous ces rendez-vous de prière et votre enfant il est cordialement invité à chaque fois, enfin voilà. Mais je pense que c'est une minorité et que la plupart, et celui où moi aujourd'hui je suis aumônier, donc je m'occupe d'un établissement, c'est exactement ça, il y a des petits de tout horizon. Mais ce que je trouve génial, c'est que sans faire du prosélytisme, on essaie de leur transmettre ce qui pour nous est cher, enfin tout ce qu'on appelle régulièrement les valeurs chrétiennes, et même peut-être une petite dimension de foi, quoi. Moi je suis assez convaincu que dans notre aujourd'hui, face à tout ce qu'on nous prédit pour l'avenir d'incertain, des fois même de terrorisant, si on a confiance, la foi c'est ça, c'est la confiance, que tout ça c'est pas du hasard, il y a comme un feu sacré qui habite dans le cœur de chacun et qui va nous aider à traverser toutes les pires angoisses. Ça ouais, je crois que
C'est peut-être le petit plus des lycées catho. Enfin, t'avais ressenti ça, toi, à Notre-Dame? Non, non, pour le coup, non. Désolé, j'aurais adoré faire oui, totalement, pas du tout. Moi, c'est bien, on est dans un lieu où il faut jouer la sincérité. Ah, mais moi, merci, Roman. Non, mais je suis navré, mon père. Non, comme je te dis, c'était un lycée très. Là-dessus, qui était normal. On avait des cours d'éducation religieuse, mais qui relevaient plus de l'histoire. Puisqu'on parlait autant de chrétienté que de judaïsme ou d'islam ou de bouddhisme, tout est douka. C'était plus ça l'enseignement religieux qu'on a eu. Après, je suis arrivé au lycée, c'est peut-être différent quand tu arrives au collège, j'en sais rien. Non, et puis même les profs n'étaient pas particulièrement axés là-dessus. On avait un petit mot dans le carnet au début de l'année, ça s'arrêtait là. Ouais. Puis bon, on était quand même capable de venir déguisé en Jésus sans avoir de problème. Ça va! Est-ce que je suis en train de donner la pire image possible de mon lycée alors qu'en vrai, il était super! Il était chouette. Non, c'est particulier parce que je trouve qu'il y a aussi un côté un peu terrifiant. Enfin, terrifiant, le mot est peut-être un peu fort dans ce que tu racontes de vouloir donner de l'amour et de la confiance à tout le monde. Parce que je sais pas si tout le monde la mérite. Est-ce qu'on doit aimer tout le monde? Est-ce que tout le monde nous aime déjà? Moi, c'est des questions comme ça que je me suis toujours posé aux alentours de la religion. Et alors, quelle réponse tu donnes justement à est-ce qu'on doit aimer tout le monde? Je sais pas. Il paraît qu'il faut aimer son prochain. Ouais. Moi, je sais pas qui c'est, mon prochain, je le cherche depuis Celui qui est proche, à l'instant T. Ton prochain, là, pour l'instant, c'est moi. Et tu vas sortir dans la rue et ce sera... Mais ça, je le faisais déjà avant qu'un homme d'église m'en parle. Alors, est-ce que c'est forcément lié à la religion, l'amour du prochain? Moi, je crois que c'est dans la Bible, ce qui nous a donné avant tout le Seigneur, Dieu, et Jésus, quand il est venu lui-même, c'est des conseils pour être heureux. Il me semble que c'est juste avant là qu'on en parlait. Le but du chrétien, c'est d'être bien heureux. Tu vois, la star de toutes les saintes, c'est qui, selon toi? La star de toutes les saintes. La meuf qui joue dans Sister Act, là. Bon, la mère de Jésus, ça te parle un peu, là, Marie, c'est bon, j'ai révisé. Et en fait, pendant la messe, elle est quasiment jamais appelée sainte, elle est toujours appelée la bienheureuse Vierge Marie. Et je crois que c'est vraiment ça, tu vois, il nous donne des conseils pour qu'on soit bien heureux, pour qu'on réussisse à trouver la paix, malgré tous les malgrés, qu'on puisse réussir à trouver l'enthousiasme et l'élan pour initier des beaux projets, pour vivre des trucs géniaux. Et je crois que c'est ça avant tout. Et parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y a jamais personne à travers toute l'histoire de l'humanité qui nous a donné autant de conseils évidents pour réussir à avoir une vie paisible, et bien on s'est dit, mais ce mec, c'est forcément Dieu. Et en plus, il a fait des miracles, il a ressuscité, tu vois, bon, c'est quand même des petites preuves où on se dit, il y a moyen qu'il soit un peu hors norme, voire même que ce soit lui qui soit venu faire un petit stage parmi nous, quoi. Et donc, c'est ce que croient les chrétiens. Bah ouais, 33 ans, tu vois. C'est un gros stage quand même, hein. Toujours pas embauché au bout de 33 ans. Mais je crois que quand il nous dit qu'il faut être capable de pardonner 47 fois 7 fois, enfin tu vois, vraiment un peu à l'infini. En plus c'est 77 fois 7 fois, donc tout va bien, tu vois. Ça doit être l'heure de la sieste, c'est pour ça, probablement. Quand il nous dit d'aimer n'importe qui, jusqu'à nos ennemis, c'est où un barge qui peut dire ça, ou justement le plus grand de tous les sages, c'est ce que je me dis. Et en fait, j'avoue que moi, je pense à ton âge, c'est là où j'ai commencé à me poser les questions. Ça a combien aujourd'hui? 24. 24. Ah bah c'est exactement ça, c'est à cet âge-là que j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce qu'on fout sur Terre, tu vois? Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? Est-ce qu'on est là comme les animaux juste pour survivre et se reproduire? Ou est-ce que... Tu penses que les animaux ne sont là que pour survivre et se reproduire? Je pense que c'est sûrement le dénominateur commun de tout le vivant. Le vivant, il est là pour croître, pour vivre, donc survivre face à d'autres vivants qui peuvent lui en vouloir, perpétuer ce qu'il est. Et donc vu que lui, il est limité dans le temps, il va perpétuer ce qu'il peut, et donc son identité d'espèce, enfin c'est ce que j'imagine. Et tu penses que c'est quoi le sens de la vie pour les animaux en général ou pour nous en particulier? Ça dépend, le beefsteak, ça c'est un bon... Non, non je sais pas. Mais j'ai justement du mal avec... certains discours végétariens, je vais pas me faire des copains là-dessus. Il y a eu un concept qu'on m'a appris il y a quelques années, c'était le spécisme. Ouais. Je connaissais pas l'idée. Et en gros, on me dit, oui, si tu penses que l'être humain est supérieur aux animaux, tu es spéciste et c'est mal. Et moi, j'ai fait, ah merde, c'est un peu ce que je pense. Je suis désolé. En fait, tu penses les hommes sont bah ouais, grave, de fou. Tu sais, nous on a fait des machines à laver, quoi. Est-ce que les poissons ont des machines à laver? Il y a autre chose quand même. Évidemment. Des humains. Et c'est pas pour autant qu'on n'aime pas les animaux. Non, c'est vrai, mais on m'a souvent dit qu'est-ce que tu ferais si tu devais sauver 100 chiens ou un homme? Moi j'ai toujours répondu un homme. Et je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire à la famille du gars que j'ai laissé crever. Vous voulez un chien? Parce que maintenant j'en ai 100. Tu vois, donc bon. Alors si pour le coup, l'être humain
même si voilà, on peut adorer les animaux et vraiment penser que c'est des créatures qui même peut-être nous surpassent à plein de niveaux. Oui, attention, oui, bien sûr. Les animaux sont super. N'empêche qu'il y a un truc qui nous différencie, quoi. Une capacité de conscience, d'éveil, d'amour peut-être aussi. Enfin, est-ce que, comme nous, on est capable de donner notre vie pour quelqu'un qu'on aime, même des fois, il y en a qui donnent leur vie pour leurs animaux. Est-ce que les animaux sont capables de faire autant en retour? Enfin, voilà, faudrait creuser la question. Ça, je crois que pour le coup, il y a des histoires comme ça. Mères oiseaux qui sont prêtes à mourir pour protéger le nid. Le pélican. La maman pélican, elle se pique le ventre quand elle n'a plus rien à donner à ses enfants pour donner sa propre chair. Et au bout de quelques heures, comme ça, elle se meurt, mais elle a nourri ses mômes. Donc, bon, c'est vrai que c'est quand même la preuve d'un manque d'intelligence évident, parce que c'est complètement con. Comment ils vont faire pour survivre une fois qu'ils auront bouffé ta chair? C'est débile, mais ça montre quand même l'amour des animaux. Donc c'est peut-être quelque chose qui, au final, c'est peut-être notre plus grand point en commun avec les animaux. Ah, intéressant. J'en sais rien, parce que c'est sûr que quand je vois mon chat tomber, je me dis bon, on n'a pas grand-chose en commun, quoi. Des fois, il est capable de fixer rien. Et je me dis bon. Ça se trouve, il voit la Sainte Vierge, tu vois. Il est en connexion et toi, tu crois qu'il est juste. Ah, c'est la meuf de Sister Act. Voilà, c'est ça qui se dit, mon chat. Si nos amis les humains, ils ont un petit truc en plus des animaux, est-ce que tu penses qu'ils ont comme une vocation particulière, un objectif à réaliser sur Terre, hein? Un truc, quoi? Je sais même pas si nous, on a quelque chose à réaliser sur Terre. Tu as l'air d'être très bien sûr de toi quand tu dis ça. Non, mais je sais pas, je pense qu'aux yeux de Dieu, si on croit en lui, et qu'on croit qu'on n'est pas le fruit du hasard, on est tous une promesse d'une vie, j'espère, épanouie et heureuse. Et donc après, je pense qu'il nous laisse très libres sur les chemins qu'on emploie pour justement trouver ce à quoi il nous appelle, le bonheur, le paradis. Mais c'est vrai que moi, la question du sens de la vie, tu vois, elle a longtemps été pour moi un abysse de doute, de confusion et tout. Qu'est-ce qu'on fout sur cette terre, quoi? Toi, tu répondrais quoi? Je sais pas. Moi, la première fois que cette question m'a frappé, j'avais 17 ans. Et c'était la veille de mon anniversaire, j'allais fêter mes 17 ans dans 24 heures. Et c'est le jour où j'ai appris le décès d'une amie qui avait mon âge. Quand on a 17 ans, on a un but dans la vie, c'est le bac. C'est pas compliqué. Même si on peut avoir des envies de fêtes, de rencontres, d'expériences. Le vrai truc qui pèse sur nos épaules comme un avenir très proche et très important, c'est cet examen, en tout cas quand on a emprunté certaines voies de scolarité, c'est le bac. J'ai 17 ans, je viens d'apprendre cette nouvelle qui me bouleverse, parce que j'avais connu la mort de mon grand-père, mais la mort d'un grand-père, c'est quelque chose de très triste, mais d'assez, on va dire, logique, qui va un peu justement dans le sens de la vie. Les enfants enterrent leurs parents, on s'y attend. Là, soudainement, c'est quelqu'un qui a mon âge. Et donc forcément, ça me met déjà dans une tristesse profonde, il m'a fallu beaucoup de temps pour m'en relever. Je la connaissais pas tant que ça, mais il y avait quelque chose de... Je l'avais rencontré, et tout d'un coup, elle était plus là. Et je me suis dit, c'est une des premières phrases qui me sont venues, c'est « elle ne passera pas son bac ». Et c'était le sens de nos vies à ce moment-là. C'est-à-dire que le sens de ma vie, soudainement, venait d'être bousculé. Mon sens, le bac, venait de devenir totalement absurde et illogique, vu qu'elle ne le passera pas. Si elle ne le passe pas, qu'est-ce que j'ai en... Pourquoi j'ai cette chance en plus de pouvoir le faire? Comment est-ce que je vais réussir? Puis en plus, moi, scolairement, c'était difficile. Donc j'ai passé une année qui déjà était scolairement difficile, plus cet événement qui m'avait bouleversé, qui m'a mis dans un état où j'ai mis vraiment plusieurs mois de noirceur et de tristesse et d'incompréhension. Il y a deux choses qui m'ont sauvé cette année-là, et qui m'ont sauvé, vraiment sauvé, c'est le mot. Je vais te faire une deuxième confession. J'aurais jamais cru raconter ça, mais let's go. J'avais réussi à me procurer, pour des raisons qui ne sont pas du tout importantes dans l'histoire, 3 plaquettes d'un très puissant somnifère. Un truc où normalement ça endort un cheval. Bon, j'abuse, mais dans l'idée, pour quelqu'un de, on va dire en forme physiquement, ça t'assomme. Et j'avais 3 plaquettes, c'est-à-dire j'avais 30 cachets. Je m'étais un petit peu renseigné, je savais que les 30 cachets, ça faisait le taf. Et il y avait une chose qui me retenait, c'était un événement auquel j'avais eu la chance d'être invité, je devais jouer 30 minutes. Moi qui avais joué que des formats de 5 minutes sur scène, soudainement j'avais l'occasion de jouer 30 minutes, ce qui est énorme, tu as l'occasion de placer toutes tes blagues. Donc je m'étais dit, j'ai 17 ans, hein, donc j'ai le cerveau d'un 17 ans qui me dit, bon écoute, on se prend pas la tête, on fait ce truc-là parce que c'est quand même vachement bien. Et le soir même,
rideau. Sans même savoir le résultat que ça aurait pu donner à moyen terme de ce passage, quoi. C'était le projet. D'accord. Le projet, c'était le spectacle, les somnifères, D'accord. rideau. Je suis allé faire ce spectacle, qui est donc dans ma vie un événement crucial. Je suis rentré chez moi, le spectacle, même si c'était mal passé, mais bon, en l'occurrence, il s'est très bien passé, et c'était très drôle, et puis le fait d'avoir 30 minutes fait que j'avais le droit d'être émouvant quand j'avais envie, j'avais le droit de raconter une histoire. Tout d'un coup, je me rendais compte de toutes les possibilités que pouvait offrir la pratique d'un spectacle, ce qu'on pouvait transmettre, ce qu'on pouvait vivre avec les gens, le temps qu'on pouvait prendre et qu'on pouvait partager. Je suis rentré chez moi, j'ai regardé sur la plaquette, je fais jamais. C'est mort, je veux revivre ça. Il est hors de question que je revive pas ça, au moins que je retente pas une fois. Et je les ai foutus à la poubelle. Et pour moi, ça a été le premier événement qui m'a vraiment sauvé. Encore une fois, la scène. Ouais, Comme quoi, j'ai un rapport avec ce lieu, enfin cette pratique, cet endroit qui est finalement presque divin pour moi. Source de vie, quoi, de toute façon. Source de vie, d'échange, de raison de vivre. En tout cas, pour la première fois, moi qui voyais plus de sens à ma vie à ce moment-là, plus du tout, j'en étais au stade où je m'étais dit, on arrête là. Tout d'un coup, ma vie venait de retrouver un sens et une logique, monter sur scène. Je pense que dans la vie de n'importe qui, une passion, une vocation, une envie, un amour, n'importe quoi peut prendre la place que la scène a eue pour moi. Pour moi, c'est la scène. Je sais que pour d'autres, il y en a, ça peut être une passion, une vocation, Dieu. Une rencontre, en tout cas, un moment, quelque chose qui te dit « oui, maintenant, ça a du sens ». Et ensuite, j'ai eu mon bac. Pour moi, je l'ai eu pour elle. Oui. Je n'avais rien à faire du bac. Je savais que je voulais faire autre chose et que ce que j'allais faire, j'avais pas besoin du bac. Mes parents insistaient pour que je le passe. Et puis, il fallait bien que je termine le cursus scolaire, histoire de dire merci, bonsoir. Mais je me rends compte avec du recul, c'est pas pour moi que je suis allé faire ces épreuves. C'était pour elle. C'est peut-être un peu débile dit comme ça, mais j'ai eu la sensation de le faire pour elle. En tout cas, pour qu'elle le passe. Et qu'elle m'a accompagné à ce moment-là. Et que c'était une façon de finir mon deuil. Et d'accepter que le sens de ma vie, il allait être ailleurs. Mais en tout cas, que cette page pouvait se tourner. La suite de la vie pouvait continuer. Parce que voilà, c'était le bac pour elle, la scène pour moi. Merci Roman pour ce que tu nous partages, parce qu'on sent que c'est très sincère ce que tu nous dis. Et pour le coup, ça me rejoint d'autant plus qu'en fait, la semaine dernière, on a perdu un de nos jeunes au lycée à 16 ans, accident de voiture. Et donc on s'est retrouvés lundi dernier, retour des vacances, par une célébration où il y avait tout le lycée, plus le collège dans la chapelle. C'était hyper émouvant, on est allé l'inhumer le jeudi, les parents bluffants d'espérance, de foi. Et je pense à tous ces jeunes qui l'ont connu, qui le voient encore comme présent à leur côté, dans la salle de cours, dans leur cœur. Vu que toi, tu as connu cette disparition illogique d'une amie, d'une camarade quand tu étais au lycée, c'est quoi la parole que tu dirais à un jeune qui aujourd'hui aurait justement 14, 15, 18 ans et qui perdrait un copain comme ça? Qu'est-ce que tu lui dirais pour juste peut-être l'aider ou le réconforter? C'est terrible, j'ai aucune idée de ce que je pourrais dire à ce moment-là, si ce n'est une phrase qui paradoxalement est pas forcément la plus consolante du monde ou qu'on n'a pas forcément envie d'entendre tout de suite parce qu'elle n'est pas forcément chouette, mais toi, tu es encore en vie. C'est la tristesse, c'est quelque part aussi peut-être la beauté de ce monde, c'est que on vit, on meurt, et puis tout le monde le fait pas, c'est pas juste là-dessus, on n'a pas tous au même rythme. Il y a des gens qui vivent des centaines d'années, enfin une centaine d'années, et puis oui, des centaines d'années, bon pas tant que ça. Demain, oui, un jour. Et il y en a d'autres pour qui ça s'arrête brutalement. C'est plus dur pour ceux qui restent. Celui qui part, il est parti, et je lui souhaite d'être dans un monde meilleur. Mais celui qui reste, c'est celui qui vit l'absence, le manque et l'incompréhension totale, encore plus à cet âge-là, où déjà qu'on n'est pas très bien fini. Alors en plus, quand on nous met face à l'absurdité de la mort de quelqu'un de notre âge, d'un camarade, d'un ami, c'est tellement illogique, et pourtant la seule chose qui reste, c'est pour ça, moi j'avais besoin, je pense, de passer ce bac pour que cette pensée soit chassée et que je trouve ma paix par rapport à son absence, mais que je suis allé faire de la scène parce que moi j'étais encore en vie. Et que une fois l'épreuve du deuil passé, c'est la vie qui reste et l'immensité du champ qui est disponible pour faire des belles choses et pour devenir quelqu'un de bien. Donc c'est pas du tout la phrase la plus réconfortante dans des moments comme ça, mais toi t'es encore en vie. C'est d'autant plus fort à un moment comme ça qu'on sait que c'est
C'est une chance qu'on n'a pas tous. Elles sont pleines d'espérance, tes paroles, Roman. Merci. Amen. Amen. Je crois que tu le résumes assez bien. On a l'habitude de finir nos petits entretiens en proposant à nos invités de piocher une petite parole de Dieu. Oh, Si ça te dit. let's go! C'est plutôt issu de la tradition exclusivement chrétienne, ça vient du Nouveau Testament, mais qui sait? Cette semaine chez Leroy Merlin, 15% de... Ah oui, non, merde, tu t'es gouré dans le jeu. Merci. Pardon. Non, pour de vrai, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. MT 5,8. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça, c'est la petite référence. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Eh ben. Tu te sens concerné? Je suis pas sûr d'être un cœur pur, donc pas trop. Mais... heureux les cœurs purs. Moi, je pense que l'impression que tu donnes, on se rapproche peut-être de ça. Depuis tout à l'heure, moi, j'entends un gars qui a le souci des autres qu'il connaît, des autres qu'il connaît pas d'ailleurs, mais qui lui sont confiés pour prendre soin, comme ces comédie clubs dont tu parlais. Je pense que tu as le souci des autres et c'est sûrement par là que se joue la pureté du cœur. Donc, tu es peut-être sur une bonne voie. On verra bien. On y En croit. attendant, je vais aller chez Leroy Merlin parce qu'il y a une petite promotion. Et... tu me ramènes tout ce qu'il faut. Merci vraiment, Roman, c'était Merci, super. Et puis, à une prochaine. Avec plaisir.